Star Trek is back! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un vlog qui reviendra sur Star Trek Strange New Worlds, la nouvelle série, le nouveau spin-off on va dire, parce que c'est que des spin-offs au final, de la saga Star Trek. Et après le désastreux Star Trek Discovery et le mi-figue mi-raisin Star Trek Picard, on a enfin une série Star Trek qui fait du Star Trek, qui sent le Star Trek, qui vit le Star Trek, qui est le Star Trek. Du coup, j'ai évité le red shirt cette fois-ci, je suis avec le green shirt du capitaine du vaisseau, c'est dans la série originale, Kirk a soit son truc jaune avec les espèces de coutures dorées au bout des manches, soit le même truc avec les coutures dorées mais entièrement vert, et c'est genre une tunique vraiment qui est fermée au milieu, et donc c'est la tunique du capitaine, un petit peu la tunique verte, c'est vraiment le truc pour le distinguer d'absolument tous les autres membres de l'équipage. Donc du coup je me suis dit cette fois-ci, j'ai pas le bon écusson parce que du coup j'ai pas encore acheté les trucs de Strange New World et les trucs dans ce genre là, donc j'ai encore celui de Discovery mais ils doivent se ressembler un petit peu. Mais du coup je me suis dit voilà, pour une très bonne série Star Trek on va changer un petit peu le truc, je vais plus être en red shirt, je vais me mettre avec le t-shirt du capitaine cette fois-ci. C'est incroyable la renaissance de cette franchise, mais c'est pas si incroyable que ça à partir du moment où tu remarques qu'ils n'ont pas repris un seul des auteurs des scénarios de Discovery et Picard. Il y a pas un seul mec qui a bossé sur le script de ces Star Trek Strange New Worlds qui a bossé sur les anciennes. Bizarrement, c'est beaucoup mieux d'un coup. C'est peut-être qu'on a engagé des branques quand même dans les autres trucs, et que c'est peut-être pour ça que c'était aussi mauvais quoi. C'est extraordinaire. Alors bien sûr, il y a toujours les mêmes producteurs à la base. Il y a Kurtzman, Goldsman, qui donnent les idées de base, on va dire, qui sont les premiers pitchs des épisodes. Mais ils ont totalement changé l'équipe des auteurs qui retravaillent les textes au milieu, et c'est incroyable quoi. C'est des gens qui ont envie de prouver qu'ils sont capables de faire quelque chose correctement, et notamment c'est une série qui veut prouver qu'elle est capable de faire du Star Trek. Ça se sent à 2000%, non seulement parce que, ça servira de résumé de l'histoire, c'est une série qui se passe quelques années avant The Original Series, la série originale, qui suit donc les aventures de l'Enterprise avant qu'ils n'appartiennent à Kirk, avec donc le capitaine Christopher Pike, qui a été introduit notamment au grand public par les films Star Trek. Il existe en fait dans Star Trek, mais à la base dans l'épisode pilote de la série originale, et ils ont phagocyté, je crois qu'on peut le dire comme ça, ils ont phagocyté leur pilote qui n'a pas été choisi au final parce que la chaîne de télé n'a pas voulu. Il y avait une femme en tant que numéro 1, enfin en tant que second du capitaine, il l'appelle number 1 aux États-Unis. Donc ça passait pas du tout, il y avait trop de diversité, trop de représentation, le médecin était noir aussi justement. Et on le retrouve d'ailleurs ici, il me semble, le docteur Mbenga, il me semble que c'est lui qui était du coup dans ce pilote de Star Trek, et donc il l'avait phagocyté pour en faire un double épisode où en fait c'était le procès de Spock qui avait essayé de sauver Pike de son funeste destin, puisque Pike a été victime d'un accident, va être victime d'un accident, c'est compliqué par rapport au timeline, et Spock va essayer de l'aider à retourner dans la planète qu'ils ont visitée, dans le pilote de Star Trek, et c'est comme ça qu'on avait incrusté Pike dans l'histoire originale de Star Trek, en faisant donc quelque chose d'assez méta, puisque effectivement c'est l'ancien commandant de l'Enterprise, et pas juste un mec comme ça qui sort de nulle part quoi. Il y a véritablement eu un pilote de fait avec son équipe à lui à son époque, et on s'en est servi comme étant le passé de la série elle-même. Ce qui était quand même très très cool. Et on va donc suivre les aventures rocambolesques de cet équipage dans l'univers de Star Trek, car ça y est, on est enfin dans l'univers de Star Trek. Ne serait-ce qu'en termes d'écriture, on est revenu au format épisodique. Et Star Trek, c'est de l'épisodique. L'incarnation du sentiment d'exploration spatiale vient du fait qu'à chaque épisode, tu découvres quelque chose de neuf. Et c'est pour ça que Discovery ou Picard sont encore plus éloignés de Star Trek qu'ils ne devraient l'être, parce que avec ce récit sérialisé, qui se dure sur plusieurs épisodes, en fait, t'as jamais vraiment ce dépaysement. Ça arrive dans certains épisodes que tu ailles sur une autre planète ou sur un autre truc ou un machin, mais grosso modo, tu suis toujours la même intrigue. Et c'est ça qui, du coup, donne un sentiment de pas Star Trek. Et en tout cas, au niveau de la progression de l'histoire, c'est très différent. Et c'est très chiant, d'ailleurs, dans Star Trek, parce qu'à chaque fois, ils sont obligés de d'étendre leur histoire sur beaucoup plus long pour essayer de raconter autre chose vite fait au milieu et gagner du temps. Là, on est dans du Star Trek. On est dans de l'épisodique. Chaque épisode, c'est une nouvelle histoire. Et en même temps, on est sérialisé parce que, contrairement à beaucoup d'autres anciennes saisons de Star Trek, certaines l'avaient fait, mais c'était quand même très très rare,
Ici, on gagne une certaine continuité. Quand un événement a eu lieu dans un épisode, il peut être référencé plus tard, il peut revenir plus tard, servir. Par exemple, on a les Gorn qui reviennent. Les Gorn, donc c'est cette fameuse race semi-lézard que Kirk affronte sur une planète à côté de ce fameux rocher ultra connu de la science-fiction, etc. Même le Gorn est ultra connu et ils les ont réimaginé ici. Et il y a plusieurs épisodes qui les concernent. Il y a un épisode où on est en train de poursuivre un de leurs vaisseaux, un épisode où on y est confronté directement, etc. Donc il y a des choses qui vont revenir de façon sérialisée également, et ça, c'est la meilleure façon de faire Star Trek. C'est que tu fais plein de petits épisodes, et puis d'un seul coup, t'as un petit élément qui peut revenir d'un truc, qui peut créer autre chose, qui peut machin. Il y a effectivement une ou deux histoires qui vont progresser au fur et à mesure de la saison. Par exemple, l'histoire du docteur Mbenga et de sa fille, qui est très très bizarre, on y reviendra. Et comme je l'ai dit, c'est une série qui essaye véritablement d'être Star Trek, et ça se sent parce que chacun des épisodes est un remake, entre guillemets, voire sans guillemets, d'anciens épisodes de Star Trek. C'est-à-dire que chaque épisode a une thématique courante d'un épisode de Star Trek, un des grands thèmes qui sont abordés dans les différents films. Le premier épisode, c'est le truc... en série, pardon. Le premier épisode, c'est cette histoire classique où on débarque sur une planète avec des aliens qui ont un problème que l'humanité elle-même a affronté et dans l'univers de Star Trek a réussi à résoudre, et donc cette nouvelle race doit apprendre de nos propres erreurs à nous, et du coup ça c'est un gros truc de Star Trek, partager les connaissances, la diversité, créer quelque chose de positif, etc., etc. Et donc ça c'est un truc très classique de Star Trek, et tous les épisodes ensuite, alors pas forcément dans l'ordre histoire de pas vous les spoiler, mais on a un épisode d'affrontement style sous-marin, vous savez, un peu comme La colère de Khan, le deuxième film, où c'est deux vaisseaux qui se courent après dans des nébuleuses avec les instruments de bord complètement pétés, donc ils n'arrivent pas à se voir et à se viser correctement, etc. C'est un gros classique de Star Trek, ou encore le vaisseau qui est en difficulté à un moment où le capitaine n'est pas dessus, et du coup c'est à l'équipage de prendre la relève. Là aussi, très fidèle à Star Trek, le capitaine Pike est génialissime, on en parlera, je vais faire une section spéciale sur tous les personnages, mais il a besoin de son équipage. Il ne peut pas faire tout seul, comme Michael putain de Burnham. C'est pas la même chose, quoi. Il a besoin de l'aide des autres. Il y a un moment où il se dit, je crois textuellement, vous êtes ce qu'il y a de mieux dans Starfleet. C'est comme ça qu'on y arrivera, c'est en travaillant tous ensemble. Et ils insistent énormément sur le fait de montrer que, par exemple, pendant que Pike est en train de négocier un truc avec un alien sur l'écran, de l'autre côté, t'as je sais pas comment ils appellent ça en français, les Hansen, qui sont en train de tapoter sur les boutons, qui sont en train de préparer les trucs, les ordres, de faire le machin. Tu vois que tout le vaisseau fonctionne, pas uniquement grâce au capitaine ou à Michael Burnham, et tu vois que ça fonctionne parce qu'il y a une équipe qui est là pour utiliser chacune ses capacités, quoi. Ça aussi on y viendra, c'est tellement bien abordé au niveau de la diversité aussi. Un épisode de découverte d'une race ou d'un artefact alien et apprendre à communiquer avec. Un truc très classique de Star Trek. C'était le truc de la dernière saison, la 4e saison de Discovery, elle était autour de ça. Trouver une race alien qu'on comprenait pas, qui ne nous comprenait pas, et avec qui il fallait même trouver la langue et le moyen de discuter. Quelque chose qui est vachement intéressant, ça a été fait aussi dans Premier Contact en film, mais dans Star Trek ça a souvent été fait. Il y a l'épisode génial Darmok and Jalad à Tanagra, qui est un truc, c'est un épisode extraordinaire de TNG, cherchez juste Darmok and Jalad, je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs l'épisode. C'est un des meilleurs trucs, un des meilleurs épisodes sur les difficultés de compréhension entre deux espèces, simplement parce qu'elle voit le monde d'une autre façon. C'est extraordinaire. C'est vraiment tellement joyeux quand de parler de cet épisode. C'est un des meilleurs épisodes de TNG. T'as des épisodes classiques où il arrive un truc un peu foireux et un peu absurde, et ça te fait quand même tout un épisode, genre les Tribbles dans la série originale. C'est ces espèces de petites créatures qui envahissent tout le truc et qui foutent un bordel monstre alors que c'est un truc complètement absurde. Et il y a un peu la même chose ici. Il y a un truc d'ailleurs très 80s qui rappelle donc un petit peu l'époque TNG. Il y a un épisode d'inversion de corps où deux personnages changent de corps, intervertissent de corps entre eux, et typiquement c'est un truc des 80s, ça. Et du coup ça permet d'avoir un point de vue différent de l'un sur la vie de l'autre, etc. Donc ultra bien fait. Il y a un épisode sur les besoins du plus grand nombre sont plus importants que les besoins de l'individu, qui essaye cette fois-ci de retourner dans sa logique et d'arriver sur un truc où véritablement une société repose sur un individu particulier. Et c'est vachement intéressant justement parce que Star Trek a toujours présenté comme quelque chose de beau et de sain, et tu te dis mais la même idée mal interprétée ou mal conçue peut donner quelque chose de vachement glauque et vachement mauvais en fait, peut encourager de mauvais comportements, et que c'est pas juste trouver un truc de rhétorique, mais aussi savoir est-ce que quand tu l'appliques c'est correctement appliqué ou pas, quoi. Et c'est d'ailleurs aussi un bon épisode sur la directive première, avec le fait que t'as pas le droit de changer la façon de fonctionner d'une société comme ça juste parce que tu débarques et il te plaît pas, ce qui était pas vraiment la méthode Kirk. Mais il y avait justement, ils ont tout un truc aussi dans cet épisode. Alors,
Il y a tout un tas, je vous ai dit, de trucs qui reviennent, je vais pas tous les refaire. L'épisode classique où tu rencontres une entité un peu divine, ou l'épisode holodeck, où d'un seul coup tu es dans un décor qui n'a plus rien à voir avec Star Trek, avec des costumes farfelus sur les personnages, etc. Ça fait toujours des trucs qui sont assez intéressants. L'épisode 9 est quasi un remake de la saga Alien. En fait, ils veulent aller vers l'horreur, et l'horreur c'est quelque chose que Star Trek a pas beaucoup fait. Il y a certains épisodes de Enterprise qui ont essayé de le faire. Il y a les Borg de base, mais il y a surtout Enterprise qui avait essayé de faire un truc avec un alien qui ressemble à ça ressemble littéralement à des filaments de sperme qui capturent les personnages et qui essayent de les garder, etc. Parce qu'ils veulent faire un truc ultra alien. Et là, du coup, ils ont littéralement fait un remake de toute la saga Alien. Sans aller trop loin dans le spoil, t'as la naissance de l'alien qui sort d'un corps, t'as le fait qu'il y en ait plusieurs ensuite qui t'attaquent, qui est le truc d'Aliens. T'as tout le stratagème de Alien 3 avec faut qu'on le piège dans des couloirs, il faut qu'on l'amène à tel endroit pour le piéger avec un truc thermique. Et t'as même une petite incrustation de la saga Predator dans le truc, parce que Alien et Predator ont fait des trucs ensemble, parce que t'as des plans qui sont exactement comme les plans de l'Alien dans Alien 3, vous savez, les plans subjectifs quand il court au-dessus des couloirs, etc. Et en même temps, il y a la vision Predator au-dessus de ce truc-là avec la vision thermique, etc. Donc, parfait. Mais donc, jusqu'au remake absolu, parce que le dernier épisode est un remake d'un épisode de la série originale qui s'appelle Balance of Terror, l'épisode donc de la série originale. Et en fait, ils utilisent le voyage dans le temps pour faire un remake de l'épisode de Star Trek série originale. Il y a tout un dilemme pour Pike par rapport à son funeste destin qui lui a été annoncé dans Discovery. Il a pris un cristal temporel et il a vu qu'il allait avoir une explosion monstrueuse, qu'il allait finir sur une chaise, un fauteuil roulant, à plus pouvoir parler, plus pouvoir faire quoi que ce soit, etc. Et donc il a peur d'affronter ça. Et c'est un peu son thème pendant tout le truc. Et donc t'as tout un épisode qui dit voilà comment le monde se passe si tu réussis à survivre à ce qui est prévu dans ton futur, parce que le futur peut toujours changer à un moment ou à un autre. Dans Star Trek, on a souvent changé le futur, voire le passé, n'est-ce pas Star Trek Picard saison 2 ? C'est extraordinaire parce qu'ils en profitent pour faire véritablement un remake. Les plans sont les mêmes que dans l'épisode Balance of Terror, les mouvements de la caméra sont les mêmes, et il y a même certains événements très précis de ce scénario qui sont repris, notamment c'est l'épisode où on révèle l'apparence des Romuliens pour la première fois. Et sans doute parce qu'ils n'avaient pas les thunes pour créer un autre alien à ce moment-là de la saga Star Trek. Comment est-ce qu'ils ont fait la grosse révélation des Romuliens, c'est qu'en fait les Romuliens c'est des Vulcains. Putain, le mot me sortit de la tête d'un seul coup. Et t'avais la grosse scène de révélation avec la caméra qui se rapprochait d'un plan en contre-plongée de Spock, et Spock qui levait un sourcil comme ça d'un coup. Ce plan est récupéré tel quel dans le truc, quoi. Genre, vraiment, les organisations des images. Alors, en plus, c'est du 4 à la base, Star Trek, la série originale. C'est du 1.33. Et là, on passe en scope, pour le coup, puisque donc, c'est les nouveaux Star Trek à la Abrams, avec plus d'action, la caméra qui bouge partout, des lens flares, etc. Et pourtant, ils arrivent à reproduire parfaitement la composition des différents plans. Ils remplacent juste les personnages qui étaient là dans l'épisode original avec ceux de la nouvelle série. Mais c'est génial, quoi. Et tu sens vraiment la série entière qui est en mode on s'excuse. On est vraiment désolé. On pensait pas être aussi à côté de la plaque avec Discovery et Picard. Donc on va s'excuser en vous offrant du Star Trek et en vous prouvant qu'on peut faire du Star Trek. Et alors il y a ce côté remake, mais en même temps il y a un côté évolution. Parce que par exemple, en principe, les épisodes de Star Trek démarrent avec le capitaine qui lit son journal de bord. Et en fait, pour montrer justement qu'on est dans un autre Star Trek, trouver un moyen de renouveler un petit peu la série et explorer plus le côté équipage qui a tellement été ignoré dans Discovery que c'était honteux, quoi. Et là, du coup, chaque épisode est introduit par le journal de bord d'un membre différent de l'équipage à chaque épisode. Généralement, le membre de l'équipage qui va être concerné par le souci de l'épisode. Et ça, par exemple, c'est vachement intéressant pour faire la même chose, tout en le faisant évoluer un petit peu. C'est tu gardes le côté journal de bord, mais c'est plus juste le journal de bord du capitaine, c'est plus juste le journal de Kirk ou du capitaine actif, je sais pas comment ils disent, active captain ou un truc dans ce genre là, quand c'est juste parce que temporaire, parce que Kirk est ailleurs, un truc dans ce genre là. Du coup, ça fait quelque chose d'assez neuf et d'assez intéressant. Ça permet aussi d'avoir le point de vue de tous les membres de l'équipage sur le quotidien de Star Trek et de vie dans un vaisseau, ce qui est également vachement intéressant. Ça amène à un petit truc sur lequel je suis pas tout à fait sûr, c'est j'attends énormément de voir ce que va donner la saison 2. Parce que maintenant, ça y est, ils ont fait une série pour nous dire qu'ils pouvaient faire du Star Trek. Ils ont fait une saison entière pour nous dire, vous voyez, on peut faire Star Trek, et on regarde l'épisode et on fait, oui, vous pouvez faire du Star Trek. C'est exactement Star Trek. C'est des petits trucs à la con, genre, je suis en train de gâcher des trucs des personnages, mais
il y a un épisode où Spock sort son fascinant. Vous savez, il dit toujours ça, c'est fascinating. Et jamais une seule fois le personnage de Spock dans Discovery ne m'a marqué. Mais dans Strange New Worlds, le personnage était tellement mieux géré que quand il a dit fascinating, j'ai littéralement été ouh. Littéralement, ça m'a excité quand j'ai fait oh fascinating. Il l'a dit. Vraiment, c'est le truc de fanboy absolu, quoi. Alors que justement, Discovery avait jamais réussi à m'offrir ce genre de truc. Extraordinaire, un miracle. Pour aborder un petit peu de mise en scène, vu que je viens d'en aborder là avec la question du remake, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est donc le Star Trek à la Abrams, moins rythmé et rapide, puisque justement le Star Trek de base n'est pas un truc qui est fait pour aller à fond la caisse, qui est le style de J.J. Abrams, c'est ce qu'il fait dans tous ses films, c'est des films où il faut que ça aille à fond la caisse, et Star Trek c'est un truc où t'es un peu plus posé, parce que tu réfléchis à un moment ou à un autre. T'es pas censé juste laisser exploser tes émotions en chialant, en expliquant je sais pas trop quoi, qui est important pour ta vie à tel moment. T'es censé être un peu plus posé, réfléchir, etc., etc. Donc, globalement, la série est plus calme, mais dès que tu en as besoin, la caméra devient extrêmement dynamique et intéressante. Il y a un super moment dans le passage de cet épisode 10, où il y a un vaisseau qui est détruit par les Romuliens. Et le plan est ultra dynamique parce que la caméra arrête pas de bouger, le vaisseau se fait détruire et disparaît sur le côté du cadre, tu fais un panoramique pour suivre le vaisseau romulien qui est en train de partir un peu au loin, et quand t'as fini le panoramique, le vaisseau qui s'est fait exploser, il est plus dedans, mais d'un seul coup il débarque par le côté de l'image et il se remet à partir. Ça fait vraiment la sensation d'un ballet. T'as l'impression que la caméra tourne autour d'un vaisseau qui lui tourne autour d'un autre, qui d'un seul coup croise le truc d'un machin. T'as vraiment l'impression qu'il y a une chorégraphie qui est extraordinaire, quoi. Et ça c'est cool en termes de mise en scène, il n'y a pas besoin que la caméra soit constamment en mouvement comme elle est dans Discovery. Il faut juste lui donner les bons au bon moment. Et là, typiquement, c'est un truc qui te fait vraiment sentir les rapports de distance entre les différents vaisseaux, etc. Dans l'espace où c'est compliqué de sentir les distances parce qu'il n'y a pas de repère visuel. Et ça marche super bien. Pareil, dans cette idée de faire un remake, finalement, d'un épisode de TOS, j'ai adoré le fait qu'ils essayent de reproduire l'éclairage des années 60. Comment? C'est que, en fait, je vous ai déjà expliqué, dans les années 60, en gros, jusqu'à 70, 80, on a commencé à avoir des pellicules beaucoup plus sensibles. Mais jusque dans les 60, la pellicule était pas très sensible. Et donc, il fallait des masses de lumière pour réussir à impressionner la pellicule et avoir quelque chose sur le film qu'on pourra ensuite étalonner s'il y a besoin. Mais des bases, faut déjà qu'il y ait de la lumière qui arrive sur le truc. Et c'est pour ça, notamment, que, typiquement, tu regardes Star Trek, enfin, l'épisode, c'est que des murs gris très clairs avec du rouge pétant, du jaune pétant, du vert pétant, etc. Sur ce travail des couleurs, il y a aussi le fait que la télévision en couleur commençait plus ou moins à arriver à ce moment-là, mais beaucoup de gens ont vu Star Trek la première saison en noir et blanc uniquement. Mais c'était aussi une question de pellicule, parce que la pellicule avait besoin de lumière et besoin de beaucoup de choses pour recevoir des trucs. Et donc, comment tu fais? C'est que, en fait, tu rehausses constamment la lumière de partout. Et comme tu vas avoir besoin de rehausser la lumière de partout, mais que tu veux pas forcément créer des lumières parasites, il y avait quelque chose qui faisait énormément à l'époque, c'était des lumières avec des caches. C'est-à-dire que typiquement, c'est un truc qu'a fait OSS 117 aussi dans sa reproduction de la lumière, et Strange New Worlds le fait aussi. Quand Pike débarque par exemple dans la timeline future pour voir du coup ce qui pourrait se passer, il est filmé avec juste un cadre de lumière qui est genre pile poil sur ses yeux ou un truc dans ce genre-là. Et pendant tout l'épisode, vous regardez tout l'épisode, à chaque fois qu'un personnage parle, vous voyez qu'il y a un truc de lumière qui débarque juste sur son visage. Ça fait pas une ombre derrière, ça fait pas un machin, etc. Mais vous voyez très clairement qu'il y a une lumière qui est faite spécialement pour son visage et qui débarque, parfois justement coupée vraiment très clair avec des drapeaux en haut et en bas pour faire un truc un peu plus carré, etc. Se resserrer sur le regard, le visage, etc. Et rien que ça, j'étais super content. Déjà à la base, ça permet de faire cette idée de faire un remake sans faire un remake. Puisqu'on est en train littéralement de faire un remake de l'histoire, mais du coup c'est pas un remake parce qu'on n'est pas en train de faire l'histoire telle qu'elle a existé dans le truc. Déjà c'est génial, mais en plus ce souci du détail d'essayer de reproduire la lumière de l'époque, j'étais trop content quoi, c'était magnifique. D'ailleurs dans la même idée, il y a un épisode qui revient sur le panphare de Spock. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'explique pas, mais ils ont réutilisé exactement la même musique que dans l'original. Remixé du coup avec un enregistrement moderne et puis sans doute un tout petit peu changer l'orchestration, mais très très peu. Et du coup, tu retrouves exactement la musique de l'époque, mais elle a un son un peu plus moderne qui passe un petit peu mieux. Même si, tu sens que cette composition de l'époque, c'est très vieillot, quoi. C'est pas, on composerait plus la musique comme ça aujourd'hui.
Mais ça passe super bien dans cet épisode-là, quoi. C'est pareil, le genre de petit écho qui est vachement intéressant. Et puis il y a quelques petits trucs de narration qui sont assez intéressants. On a par exemple une discussion entre deux personnages qui va avoir lieu, et ce personnage va en voir un troisième. Il y a une discussion avec ces deux autres personnages, donc le premier et le troisième personnage, qui est quasi exactement la même que la première discussion qu'il y a eu, mais avec des conclusions différentes pour te faire sentir justement un écart entre la façon de traiter les deux. Ou pareil aussi dans l'idée de comparaison, il y a une scène où t'as un montage alterné, donc on commence par une scène, on va à l'autre, on retourne à la première, on retourne à l'autre, etc. Entre deux interviews, et ça permet justement de comparer la façon qu'ont les deux personnages de mener leur discussion, pour rester sans spoiler. Et puis on va revenir sur le groupe de personnages, je vais essayer de pas prendre trop de temps non plus, mais il y a un premier truc, c'est que comme je l'ai dit, cette série gère infiniment mieux la diversité que Star Trek Discovery et Picard. On vient d'avoir une discussion avec Miss Marvel là sur le terme woke, et c'est un peu à cause des origines, à cause de qui a modifié le sens, à cause de machin. C'est pas woke. C'est contrairement à Discovery, où tout doit tourner autour d'une jeune femme noire qui est la seule à avoir la solution à tout par rapport à tout le reste de l'équipage, qu'il soit LGBT ou blanc, cisgenre, et vieux, etc. Peu importe, c'était Michael Burnham qui gérait tout, parce qu'il fallait dire qu'une femme, surtout noire, pouvait mieux gérer mieux que tout le monde. C'était donc une mauvaise façon de faire de la diversité. Et là, pour le coup, c'est l'excellente façon de faire de la diversité. D'un côté, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Il y a un membre de l'équipage qui s'appelle Erika Ortegas, qui est une femme, mais clairement qui challenge les stéréotypes de genre féminin, mais sans jamais te le foutre dans la gueule. C'est ça qui est extraordinaire. Contrairement à Discovery, qui passe son temps à définir le personnage comme ça, la seule fois où un personnage a de l'intérêt dans Discovery, c'est quand sa différence et ce qui fait de lui une minorité rentre en ligne de compte dans le scénario. Si sa diversité n'a rien à faire avec le scénario, il n'est pas là, le personnage. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire avec les gens qui essaient de défendre Discovery pour la diversité. Je fais, mais vous vous rendez compte qu'ils ne seraient que pour leur diversité. Ils n'ont aucune utilité au scénario si ce n'est pour ça. Là, pour le coup, la diversité, elle est beaucoup plus subtile. Notamment, donc, cette Ortegas a cette coiffure typique, c'est donc le crâne rasé avec les cheveux plus longs sur le dessus, qui pour les femmes n'est pas habituel, mais justement elle en parle jamais. Il y a une ou deux répliques où tu sens qu'elle est un peu plus masque que la plupart des autres, genre il y a un moment où un personnage dit, et le personnage était contaminé par une entité alien ou un truc dans ce genre-là, et elle dit « Ah, j'avais l'impression que mon cerveau était en train d'être comprimé avant d'exploser, etc. » Et t'as Ortegas qui est derrière, qui est en train de changer, ils sont en train de changer de tenue pour faire je sais plus quelle mission, et genre elle lève la tête d'un seul coup, et elle fait « Ah oui, j'ai fait ça à un homme une fois !» Et tout le monde se retourne en mode « Hein, quoi ?» T'as pas à te sentir attaqué par une chose genre là. C'est ça le truc, c'est souvent quand tu fais de la diversité dans ces séries-là, t'as l'impression d'être attaqué pour ce que tu es si tu n'es pas une minorité. Là, c'est juste, bah non, c'est quelqu'un qui a fait une réplique drôle par rapport à de l'action et de la violence, alors que tu t'y attendais pas en plein d'un truc, surtout dans Star Trek, qui est pas vraiment en principe, c'est les Klingons qui ont ce genre de réflexion. Donc ça, par exemple, c'est très drôle. Et notamment, le truc le plus subtil, c'est qu'il y a un épisode un peu rencontre avec un extraterrestre qui a des pouvoirs omnipotents et omniscients. Et le mélange, je mélange ça avec les épisodes holodeck, parce que donc on crée un nouvel univers avec des costumes, les personnages jouent pas vraiment leur rôle. Il y a un truc très très drôle avec Pike, qui donc est le capitaine, qui est vachement, on en parlera de Pike, mais il est génial. Mais du coup, dans cette version-là, dans cette histoire-là, ils ont fait exprès d'inverser le truc et d'en faire un couard absolu, et genre, mais c'est un lâche, mais vous pouvez même pas, c'est vraiment très drôle. Et dans cette nouvelle réalité dans laquelle ils sont en train de jouer des rôles, Ortegas joue un homme. Mais c'est genre balancé comme ça dans la conversation, quoi. C'est tu sais que parce que tu connais l'histoire, qu'en principe c'est censé être un mec, et tu vois que c'est elle qui le joue, et c'est elle qui le joue, quoi. Et c'est tout. Et y a rien à dire de plus, y a rien à faire de plus. Tu comprends que c'est un personnage féminin qui challenge les stéréotypes féminins de l'époque ou d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des femmes challenge les stéréotypes, mais enfin voilà, quoi. C'est comment incruster ça de façon saine, quoi. Il y a aussi un truc, c'est que on pourrait est-ce que j'attends de... Je voulais en parler pour Uhura, mais je vais le dire maintenant, mais il y a un truc par rapport à Uhura, c'est que donc Uhura est l'officière des communications, et ils ont rajouté dans les versions récentes que elle savait parler des tonnes et des tonnes de langues. C'est déjà inclus dans la série originale qu'elle parle Swahili, par exemple. Il y a un épisode de Uhura, de Star Trek, où Uhura se fait effacer toute sa mémoire. Ça arrive dans Star Trek. Et elle a une rééducation pendant tout le truc, et en fait, quand elle est en rééducation, on essaye de lui réapprendre l'anglais,
mais elle n'arrive pas à parler anglais, et naturellement, elle se met à parler Swahili, à lire la phrase en Swahili. Sikumbuka. Not Swahili, Uhura. In English, the dog has a ball. Et donc, elle essaye de réapprendre, parce que parmi l'anglais, il y a tout ce qu'elle connaît dans Starfleet, quoi. Elle est revenue, disons, à son niveau de connaissance de quand elle était enfant, et donc il y a la langue qu'elle parlait quand elle était enfant, et elle doit réapprendre tout le reste. Parce que dit comme ça, j'avais l'impression qu'on essayait de la forcer à parler anglais ou un truc dans ce genre-là. Non, c'est pas cette idée-là. Et en fait, typiquement, on a une explication à pourquoi est-ce que Uhura aime tant la communication et parle autant d'autres langues ici, et c'est une explication qui fait sens, mais à un point, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on en a jamais parlé avant, putain de merde? Elle explique à un moment que dans la région d'où elle venait, qui est une région quelque part en Afrique où on parle Swahili, je ne sais pas où est-ce que c'est exactement, je suis pas un expert de l'Afrique, mais elle explique dans la région où on parlait Swahili, mais rien que dans les villages aux alentours, il y avait 26 dialectes différents qui étaient parlés. Et donc elle explique, pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir vivre bien dans cette société, pas juste s'en sortir, parce que bon, c'est Star Trek, en principe on est dans une utopie, donc je pense pas qu'elle ait de grosses difficultés à s'en sortir, mais elle dit juste pour avoir des relations faciles et sympathiques avec tout le monde, j'ai appris naturellement à parler tous les dialectes, les 26 dialectes qu'il y avait autour de mon village, et apprendre à parler 26 dialectes, ça m'a facilité l'apprentissage de toutes les autres langues, y compris les langues aliens. Voilà une bonne explication de pourquoi la diversité est intéressante, ce que la diversité peut apporter à un groupe. Grâce à tes origines précises, t'as des compétences en plus. Tu vois le monde d'une autre façon, il y a quelque chose de différent en toi parce que tu viens d'autre chose que de l'environnement commun, quoi. Je trouve ça génial. Je trouve ça parfait comme façon d'intégrer la différence. Et dans l'intégration de la différence, vous savez, c'est le problème, c'est ce qui moi me fait qualifier certaines œuvres de woke. Même si woke ne veut pas dire ça apparemment au final, tout le monde s'engueule sur le sens, mais le truc qui fait woke, entre guillemets, c'est que à chaque fois, les minorités sont géniales et les vieux hommes blancs sont tous des cons. Et donc, là, il y a un épisode qui démarre où on rencontre une alien qui challenge les notions de genre. C'est pas exactement un personnage transgenre, par exemple, je crois qu'il y a un petit truc différent, c'est juste qu'elle a un physique particulier. Mais tu vois ce personnage débarquer, en plus, elle joue, elle arrive, c'est une capitaine qui se fait perdre, qui a perdu son vaisseau, son équipage, etc. Donc tu la prends en pitié, quoi. Et tu vois que c'est une minorité, tu te dis bon, ça va être la personne à protéger de l'épisode. Et là, tu challenges les attentes et tu en fais la méchante. C'est la méchante queer la plus expressive et la plus cool que j'ai pu voir depuis très longtemps, peut-être depuis Ursula dans La Petite Sirène. Si vous ne savez pas, Ursula est inspirée d'une drag queen qui s'appelle Divine. Et genre, elle, c'est une méchante, mais c'est une méchante qui s'éclate! Fire phasers. Oh, this is fun! Et donc, d'un côté, t'as la bonne surprise de te dire, ah, donc maintenant, ça y est, c'est pas parce que tu fais partie d'une minorité que tu vas forcément être génial et que c'est pas parce que tu fais partie d'une majorité que tu vas forcément être un connard. Mais en plus, le personnage est ultra appréciable, quoi. Enfin, vraiment, elle m'a éclaté. Elle a vraiment ce côté, ce méchant qui cabotine à fond, quoi. Et elle est parfaite dans le rôle. Vraiment, enfin, c'était un plaisir de la voir. J'ai kiffé comme vous pouvez pas imaginer. Donc, c'est une très très bonne utilisation de la diversité. C'est la diversité telle qu'il faut la traiter dans Star Trek. La puissance qui vient d'une diversité. Et ce que peut apporter l'exploration, justement, l'exploration de Star Trek, c'est à la fois explorer des mondes inconnus, mais c'est aussi explorer nos problèmes de société, etc. Donc c'était parfait, quoi. C'était parfait. C'est exactement comme ça qu'il faut écrire Star Trek. C'est ouf. Il va y avoir un ou deux petits problèmes, par-ci, par-là. On va y venir, du coup, en abordant les personnages. Oh, vite fait, niveau production design, etc., tout passe très très bien, les effets spéciaux sont cool, etc. Les costumes sont géniaux. Je ne me suis jamais senti aussi gay que quand j'ai vu la robe d'Uhura dans l'épisode 8. J'ai littéralement, quand j'ai vu sa robe, j'ai fait une George Takei. George Takei, c'est celui qui jouait Sulu dans la série originale, qu'ils ont transformé en gay dans Star Trek Beyond, alors qu'il l'était pas du tout dans la série, mais l'acteur George Takei est gay, et il a... j'ai gay, non? Et il a créé un mime autour de son homosexualité, qui est presque le truc qui définit l'homosexualité maintenant, c'est ce mime où il est en train de lire je sais pas trop quoi, et il se retourne et il fait « Oh my !» Oh my! C'est vraiment un peu le truc de fofolle en soirée, et justement lui il joue dessus en mettant au contraire, en le disant de façon extrêmement virile et masculine, et je vous jure que j'ai littéralement fait ça quand j'ai vu la robe d'Uhura dans l'épisode 8. C'est l'épisode où ils ont des costumes un peu spéciaux, l'univers un peu fantasy, et elle est déguisée en sorcière maléfique.
Et j'ai vu d'abord le premier plan, je vous la rejoue un petit peu, j'ai vu le premier plan sur les ongles en métal. Déjà, j'ai levé un sourcil. Vraiment, je vous dis pas les conneries hein, quand je vous raconte tout ça. Ensuite, ils ont fait un plan un peu plus large et je me suis un peu redressé. Genre vraiment, je suis pas en train de vous raconter des conneries. Et surtout, je vous raconte pas les conneries quand je vous dis que quand ils ont fait le plan large et qu'ils ont révélé la robe complète et que j'ai vu Uhura dans sa robe, j'ai littéralement sorti un oh my! Je me suis jamais senti aussi gay que devant cette robe. Elle est parfaite, elle pue la classe, enfin, elle est extraordinaire. J'ai adoré cette robe, ça m'a vraiment réveillé. Donc vraiment, les costumes sont tellement ouf qu'ils ont même activé mon homosexualité avec une robe. Enfin vraiment, non, les costumes sont vraiment très blague à part. Les costumes sont, je vous dis, c'est pas une blague, hein, ce que je vais raconter, mais c'est blague à part sur le oh my et le côté gay. Les costumes sont vraiment plutôt bien foutus. Ils sont, j'aime bien comment est-ce qu'ils ont reproduit le logo Starfleet un peu partout sur le tissu mais ça t'a déjà des films, mais pour essayer de leur donner un petit peu de texture, que ce soit pas juste une couleur plate. Et j'aime bien en plus l'idée parce que les motifs c'est un truc très 70 années 60 plutôt. Quand vous regardez du Star Trek, c'est de tous les tissus, tous les textiles dans Star Trek série originale, il y a toujours des motifs absolument partout et du coup j'aime bien l'idée de prendre le motif du logo Starfleet pour donner de la texture du coup aux fringues, mais ça fait longtemps qu'ils le font, mais vraiment tous les costumes d'Alien pareil sont excellents, et les prothèses, les maquillages d'Alien sont extrêmement bien faites. Il y a énormément de races et à chaque fois elles sont, t'as l'impression qu'elles existent pour de vrai quoi. Donc vraiment excellent travail de niveau de HMC, habillage, maquillage, coiffure. Il y a un truc qui est un peu chelou dans les épisodes, c'est les coiffures. Parce que honnêtement, à chaque fois que tu vois un personnage arriver, t'as l'impression qu'il porte une perruque. Et pour certains, je sais pas si c'est vraiment des perruques ou si c'est juste la coiffure qui est un peu space, mais pour certains ça a carrément donné lieu à des mimes, parce que donc le Capitaine Pike il est principalement connu parce que il a ses cheveux coiffés un peu en brosse comme ça, sans doute il met du gel ou de la cire pour les faire tenir un petit peu, mais genre ils ont tellement de volume que c'est devenu une blague. On en a fait des mimes avec des cheveux monstrueux sur le truc. C'est pour ça que moi mes cheveux sur la vignette ils sont complètement ouf. Mais alors le Capitaine Pike, tellement suave, tellement cool, et en même temps tellement relax, tellement il y a une scène, j'ai vu cette scène, j'ai fait ok, je mourrais pour les Capitaine Pike. Ils sont en train d'organiser un repas avec les différents membres de l'équipage, et on a invité Uhura qui à ce moment-là de Star Trek est une cadette, elle vient seulement d'arriver à Starfleet, elle sait pas encore si elle veut y rester ou pas, et on lui a fait croire qu'il fallait venir en tenue cérémonielle officielle, alors qu'il fallait venir en tenue normale quoi, tenue décontractée. Et elle arrive dans la soirée, elle ouvre la porte, t'as Pike qui est en train de marcher, qui s'arrête d'un seul coup, qui la remarque, qui fait « Oh, Uhura !» et il te lâche un rire gras, mais en mode « Mais ce mec est génial, quoi. » Cadet Uhura, welcome. Dress uniform, huh? Grab a drink. Tu peux que apprécier ce mec, tu ne peux que le trouver génial, quoi. On parle beaucoup de cette nouvelle saison avec Arcady qui fait donc les vignettes, qui a fait cette vignette de Star Trek également. Et Arcady, il est littéralement en train de virer sa cutie pour que le Capitaine Pike, quoi. Ça devient ouf. C'est à chaque fois qu'il manque un truc, c'est oh mon dieu, Pike, etc. Je fais ouais, je suis pareil, mais moi je suis gay. Il y a une raison pour laquelle je suis aussi en admiration devant ce mec. Non, il est ultra attachant, adorable, et en plus il a tout ce dilemme qui est vachement intéressant de je suis confronté à un avenir qui est monstrueux, et beaucoup d'épisodes sont comment est-ce que tu dois traiter cet avenir, est-ce que tu peux l'éviter, si tu peux l'éviter, est-ce que tu dois l'éviter, etc., etc. C'est vachement intéressant. C'est aussi l'un des problèmes pour lui faire reprendre du service au début de la saison. Il a un dilemme du coup qui est vachement intéressant, et il est adorable comme personnage quoi. Ils lui ont donné du coup son petit gimmick, son petit truc. Chaque capitaine a un peu son truc, genre Picard c'est l'histoire par exemple, c'est un féru d'histoire, il est passionné par l'histoire, il adore collectionner des artefacts et des trucs dans ce genre-là. Kirk c'était généralement plutôt les femmes, hein. On va dire, c'est quand même plutôt ce truc-là. Alors il en drague pas tant que ça honnêtement. Si vous regardez bien Star Trek, la plupart des femmes qu'il croise sont des ex, et genre des ex dont il était vraiment amoureux. À chaque fois, ça lui fait toujours un truc de les revoir. Donc c'est plus un don Juan finalement, Kirk, qu'un homme à femme absolu et qu'un connard. Janeway, son gros truc, c'était qu'elle adore le café. C'est son truc absolu, c'est ce qu'il a défini. Bon, il y a le thé évidemment pour Picard, mais elle, c'était le café. Elle adore le café. Et puis il y a son côté un peu plus maman aussi pour tout le côté pour l'équipage.
Ça va être compliqué de parler de Michael Burnham ou etc. Dans Enterprise, Archer, il kiffe son chien. C'est un peu le gros truc de ce capitaine-là, c'est il adore son chien, il amène son chien dans son vaisseau avec lui, dans d'autres planètes, etc. Ce qui est complètement irresponsable de sa part d'ailleurs. mais enfin voilà, chaque capitaine a son gimmick, et le gimmick de Pike, après avoir passé 12 minutes à expliquer le reste, c'est la cuisine. Et j'adore ce truc-là. Ça rappelle un petit peu du coup Riker, donc le second de Picard, qui a un peu ce même gimmick d'être assez doué en cuisine, ou il était surtout doué en musique. Riker, il est devenu très doué en cuisine au fur et à mesure par la suite. Ou c'est peut-être juste un truc de Picard. Tiens, j'ai un gros doute. Enfin, je vais revoir TNG dans peu de temps de toute façon. Donc voilà, c'est vrai que chacun son truc, et le côté cuisine de Pike, je trouve ça génial parce que moi j'adore la cuisine évidemment. Et enfin c'est vraiment le mec. Ça me rappelle ce passage dans House, Dr House, où House essaye d'occuper son esprit pour ne pas avoir à reprendre de la Vicodine, etc. Et comment est-ce qu'il occupe son esprit? C'est en se mettant à la cuisine. Et genre, il te fait des trucs, genre, il fait bouillir les œufs de caille, et puis en même, il retire le jaune d'œuf et il le mélange avec, je sais pas trop quel truc, et il le réinsère à l'intérieur de l'œuf avec une seringue, et ça te fait un espèce d'œuf à fines herbes à l'intérieur de l'œuf, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, des trucs de ouf, quoi. Et quand t'aimes bien la cuisine, tu vois ces trucs-là, tu fais, ah, pas mal. Donc ça t'aide aussi vachement à apprécier le Capitaine Pike. Et comme je l'ai dit, c'est un capitaine qui sait se reposer sur les compétences de son équipage. Il y a aucun épisode qui est résolu uniquement parce que Pike a dit fais ça, fais ci, fais ça, fais ça, etc. pendant tout l'épisode. À chaque fois, il y a besoin du talent de quelqu'un d'autre. Donc ça, déjà, enfin c'est parfait, quoi. C'est un des meilleurs capitaines de Star Trek. Putain, j'ai déjà passé beaucoup de temps sur lui, donc faut essayer de passer sur les autres. Dans les personnages qui reviennent, on a la number one, du coup. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Donc on a Una, qui était donc la number one, qui était déjà dans le pilote de Star Trek de l'époque, qui a été jouée par Majel Roddenberry, qui ensuite a joué la nurse Chapel. Alors elle a tout un scénario qu'il faut pas que je vous révèle parce que ce serait du spoil. Mais pareil, un personnage très attachant, très sympathique, assez fort, et qui montre aussi certaines faiblesses. Il y a un très bel épisode comme ça où tu la vois dicter son journal intime en mettant une grosse progression intérieure. Enfin, tu vois qu'elle a dû avancer sur certaines idées, certaines choses, etc. Et elle finit son log, son enregistrement, et elle fait ordinateur supprime le log, et elle supprime tout. Et en fait, rien qu'avec ce geste, tu comprends que alors qu'elle essaye d'être extrêmement forte, alors qu'elle essaye de faire comme si tout passait, elle est profondément perturbée intérieurement par le secret qu'elle porte et qui sera révélé dans cette saison. Donc c'était un personnage ultra intéressant. Dans les personnages qui reviennent, du coup, on a aussi alors en principe le Dr Mbenga, mais je suis pas sûr à 200%. Alors le Dr Mbenga, c'est un cas particulier parce que il y a toute une histoire par rapport à sa fille, et c'est une des histoires, un des fils qui est sérialisé dans la série, ou qui va revenir tout au long de cette saison. Sa fille est malade, et en fait, pour empêcher que sa maladie progresse, il la stocke dans le buffer du téléporteur médical. Et il la stocke là-dedans pendant, éternellement, et de temps en temps, il la fait revenir pour lui lire des histoires, pour suivre l'évolution de sa maladie qui évolue à chaque fois qu'il la sort du buffer. Et c'est déjà à la base, je sais pas pour vous, mais moi ça me paraît monstrueusement glauque comme histoire. Il y a un truc qui est quand même, tout le monde, quand il raconte cette histoire-là, tout le monde est en mode ah oui, bien sûr, on comprend le docteur, évidemment, etc. Et moi je suis mais c'est ultra glauque ce qui est en train de se passer là. Il y a une gamine qui est désagrégée comme ça dans le néant, en train de. C'est quoi ce délire? J'ai trouvé super bizarre que tout le monde prenne ça sans aucun problème. Et surtout, ce qui est très surprenant, c'est que l'histoire est résolue dans cette saison. Et tu fais c'est un truc qui était à garder sur plusieurs saisons, ça. Enfin, c'était un truc il fallait rencontrer plusieurs espèces, il fallait avoir l'espoir à un moment d'avoir trouvé un remède pour la guérir, pour machin, etc. Que dalle. Il y a un épisode comme ça où d'un seul coup, il y a une solution qui est proposée pour sa fille. Et c'est fini. Et j'arrive même pas à savoir si c'est un épisode sur le deuil d'un parent pour son enfant, ou si c'est un épisode sur le fait de laisser ses enfants grandir et partir faire leur vie. Comme ça, vous allez pas comprendre comment se finit l'épisode, parce que c'est bizarre comment je dis ça. Il y a deux trucs qui paraissent très opposés. Et je me demande si lequel des deux sens c'est. J'ai du mal à comprendre même l'épisode, tellement la solution de ce truc est bizarre. Vraiment bizarre, quoi. Je l'aurais pas du tout vu terminer comme ça. Je trouve que c'est fini en queue de poisson. Enfin, je comprends pas du tout. Enfin,
Voilà. En dehors de ça, le docteur M'Benga est très sympathique et très compétent, très professionnel. Rien de spécial à redire sur lui. Il est donc assisté de la nurse Chapel, qui était avant jouée par Majel Roddenberry dans les autres épisodes. Elle a un truc qui fait justement très Majel Roddenberry, c'est que elle est à moitié folle. Et Majel Roddenberry a souvent été comme ça, quoi. Elle a souvent eu un côté très extravagante, très machin. Vous voyez le personnage de Roxana Troy, la mère de Diana dans The Next Generation. Enfin, c'est une diva absolue, quoi. Et elle a toujours eu ce côté un peu farfelu, y compris quand elle jouait Number One, elle avait un côté très rentre-dedans, etc. Enfin, elle était assez intéressante dans sa façon de jouer. Et du coup, la nurse Chapel, l'infirmière Chapel, ils l'ont un petit peu Majel Roddenberry-isé. C'est-à-dire qu'elle a effectivement un côté un petit peu farfelu, un petit côté je débarque avec une seringue, je te dis à peine ce qu'il y a dedans et je te la fous direct dans le bras, ou je sais pas trop quoi. Elle est pas non plus complètement folle, hein, attention. Ça reste des personnages sensés, intéressants, ça reste Star Trek. Mais c'est vrai tu vois qu'elle a un côté un peu plus fofolle, un peu plus rentre-dedans. Et puis, ils ont fait revenir certaines de ces caractéristiques qui étaient développées dans le reste de la série. On a Uhura également, j'en ai déjà parlé un petit peu du coup. C'est intéressant pour le coup qu'elle soit juste cadette, qu'elle commence tout juste à développer son côté Starfleet et à savoir si c'est pour elle ou pas. Il y a un truc que j'ai trouvé vachement intéressant dans le côté héritage, c'est qu'il y a un épisode qui est résolu par Uhura qui chante. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que ça fait un écho à la carrière de Nichelle Nichols, qui jouait donc Uhura à l'époque, qui était elle-même chanteuse dans la vraie vie, qui avait une carrière de chanteuse. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai toujours eu un doute sur la carrière de Nichelle Nichols, parce que quand tu l'entends chanter, c'est rarement extraordinaire en fait. Dans la série originale, à chaque fois je trouvais qu'elle avait une façon de chanter qui était très bizarre, genre... Quand elle chante dans la série originale, elle chante un truc, c'est In the Starship Enterprise. Enfin, t'as des espèces de changements comme ça de ton et de notes qui sont très étranges, très variés. Oh, on the Starship Enterprise. Et j'ai toujours trouvé qu'elle chantait mal presque. Et en fait, j'ai revu des épisodes récemment là de la série originale et je me rends compte qu'elle a une façon de chanter un peu à l'ancienne, genre. Moi qui aime beaucoup la chanteuse Barbara, il y a des trucs où elle chante comme ça, Barbara. Genre, tu reprends l'année dernière Marianne Bad tout court, je crois, la chanson qu'elle a faite en rapport au film l'année dernière, Marianne Bad. Il y a tout un tas de je me rappelle plus des paroles, mais c'est sur le grand bassin du château de l'Idole, un grand signe noir portant rubis au col. Il y a vachement de changements de ton comme ça, et en fait je pense que la façon de chanter de Nichelle Nichols est juste très atypique et très de son époque, et c'est pour ça que j'ai toujours eu l'impression qu'elle chantait pas. Mais c'était vachement intéressant du coup que l'actrice de Uhura doive chanter pour résoudre quelque chose, et c'est même très cool parce que elle est dans une mission avec Spock, et Spock aussi du coup est obligé de chanter, et là aussi c'est un hommage à la carrière de l'interprète original de Spock, Leonard Nimoy, qui lui-même était chanteur et avait notamment, il est ultra connu aux États-Unis pour avoir fait une chanson sur Bilbo le Hobbit. Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Et donc du coup, le fait que ces deux acteurs-là soient obligés de chanter pour faire un truc, pareil, enfin, tu connais pas Star Trek à la base, ça fait juste une solution intéressante pour un problème. T'es fan de Star Trek, tu te dis, putain, bravo le petit hommage caché, quoi. Enfin là, ça fait plaisir. Et alors du coup, ça va être un des derniers personnages qui revient du coup de ce qu'on a déjà vu dans Star Trek, c'est Spock. Et c'est le souci encore. C'est-à-dire que, grosso modo, il est bien traité, beaucoup mieux traité qu'il l'a été dans d'autres trucs. Je vous dis, le petit fascinating, j'étais en mode ouh, il a dit fascinating, il l'a dit. Enfin, vraiment, ce truc-là, c'était bien géré. À chaque fois qu'il a un dialogue, notamment avec Pike, c'est fascinant. La première discussion entre Spock et Pike dans l'épisode 1, par exemple, limite, elle m'a fait trembler la lèvre. Enfin, c'était, il y avait quelque chose de très très beau dans leur truc. Et il ressemble beaucoup plus à Spock en ce qu'il est beaucoup moins loquace. Spock, c'est un personnage qui s'exprimait en peu de mots, et c'était rare qu'il fasse des grands discours ou des trucs dans ce genre-là. Et on retrouve plus ce Spock-là dans cette série-là, plutôt que le Spock débile qui te sort des I love science en plein milieu d'un discours qui n'a rien à voir, etc. dans Discovery. Donc là, pour le coup, c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a un problème qui a été instauré depuis Discovery. Dans Discovery, ils ont fait en sorte que Michael Burnham soit la demi-sœur de Spock. Et évidemment, une sœur qu'il admirait, etc. parce que c'est Michael Burnham, et Michael Burnham est Dieu. Et il y a un gros problème avec ça, c'est que tout le parcours de Spock pour accepter son humanité vient de sa relation avec Kirk.
et un petit peu Pike dans la série originale, mais donc il peut pas non plus rester complètement plat. Mais c'est grosso modo sa relation avec Kirk qui lui permet de devenir humain. Et en fait, il explore beaucoup trop. En fait, il traite Spock tel qu'il était à la fin de son arc de personnage dans les films et dans, peut-être les quelques fois où il est revenu dans TNG, mais on n'explorait pas trop ses personnalités à ce moment-là. Ils le prennent en tant que le Vulcain qui a accepté sa part d'humanité. Sauf que Spock, jusqu'au film, quasiment jusqu'au film, il y a le premier film Motion Picture, The Slow Motion Picture, où il refuse de faire le Kolinahr, qui est la cérémonie où il purge toutes ses émotions humaines. C'est le moment, la décision où il accepte de se diriger à fond vers son humanité. Mais si tu lui mets déjà Michael, la moitié du parcours est déjà fait, et dans cette série, il le traite comme s'il était déjà en train d'accepter sa part d'humanité. Il est en principe censé être marié à une femme qui s'appelle T'Pring, une femme vulcaine également, et ça fait partie, il y a un épisode qui s'appelle Amok Time qui est à propos de ça dans la série originale. Dans cette série, du coup, ils explorent comment est-ce qu'il était avec T'Pring jusque cet épisode de Star Trek, quoi. Et en fait, ils se comportent comme des humains. C'est-à-dire que, par exemple, pour baiser, les Vulcains se touchent le bout du doigt. C'est genre, je crois qu'ils font, c'est 2 doigts et ils sont comme ça, et puis un truc comme ça, c'est leur préliminaire, quoi. Pour eux, c'est une fellation, ça, par exemple. Eh pas du tout dans Strange New World. Dans Strange New World, ils sont à poil, en sortant du lit, après avoir manifestement mis quelques coups de rein, et exactement comme des humains, quoi. T'Pring, à un moment, lui sort « J'ai étudié la sexualité humaine pour pouvoir épicer les choses entre nous, quoi. » Une Vulcaine qui te sort qu'elle veut épicer les choses dans la relation avec son mec Vulcain, mais tu fais le sacrilège absolu, quoi. Jamais un Vulcain n'irait explorer les côtés. Même pour Spock, Spock lui-même explorait pas son côté humain, il le rejetait pendant très longtemps, quoi. Bon, le premier truc qu'il fait pour aller vers son côté humain, c'est refuser d'aller à l'Académie Vulcaine et aller à Starfleet. Mais quand même, quoi, je veux dire, il y a un écart entre avoir des relations amoureuses typiquement humaines et avoir des relations amoureuses à la Vulcaine où on se frotte le bout des doigts, quoi. C'est pas exactement la même chose, quand même. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup énervé, beaucoup frustré avec ce traitement de Spock. Même par exemple le fait que quand T'Pring lui dit que elle veut épicer les choses dans leur relation, Spock il est en mode ultra gêné, limite il est en train de rougir, quoi. Tu fais parler de sexe pour lui, c'est pas quelque chose de gênant, c'est pas quelque chose. Je crois même qu'il y a un épisode de Star Trek où tous les personnages sont en train de tourner autour du pot et lui il est le premier à sortir non, on parle de sexe là exactement, c'est très particulier de gérer le truc comme ça, quoi. La seule honte qu'il a ressentie par rapport à la sexualité, c'est par rapport au point de phare, et qui est un truc qui justement est honteux par rapport au Vulcain, mais aborder le sexe en général, c'est pas honteux pour lui, quoi. Il a pas justement ce sentiment de honte et de réserve par rapport au corps, etc. Donc voilà, Spock, c'est quasiment ça. Mais c'est encore un petit peu éloigné de ce qu'il devrait être quand même. Il faut vraiment beaucoup plus l'éloigner de ses origines humaines et de sa moitié humaine, sinon c'est un peu laborieux. Du coup, Ortegas, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai pas forcément beaucoup à en rajouter parce qu'elle est pas très utilisée dans cette saison. Il y a un nouveau personnage qui est un peu particulier qui s'appelle La'an, nom complet, pour ceux qui connaissent Star Trek, ça va tout de suite vous mettre la puce à l'oreille, elle s'appelle La'an Noonien Singh. En principe, vous savez exactement de qui on parle, enfin qu'est-ce qu'il peut y avoir de particulier chez elle, quoi. Et c'est intéressant en partie, mais c'est pas non plus le truc le plus fascinant au niveau du personnage. C'est un personnage qui est extrêmement dur pour le coup. Là, je crois que il me semble que c'est elle qui est sur la sécurité. Et tu vois exactement de quel personnage de la série The Expanse elle est inspirée. Il y a une nana qui est exactement pareille dans The Expanse, rentre dedans, qui est agressive, qui est machin, alors pas trop parce que c'est Star Trek et elle est dans Starfleet donc elle a appris à se contrôler, mais tu sens qu'elle a ça en elle, quoi. Tu sens qu'elle a certaines frustrations, certains trucs. Et d'ailleurs dans l'épisode où ils ont tous des rôles un peu inversés, c'est génial, elle apparaît en tant que princesse et tu fais... Mais c'est parfait. Justement, ils ont très bien géré ce truc-là. Dans Star Trek, la série originale, ils avaient fait un épisode qui était à peu près sur le même concept. Ils devenaient, c'était un épisode qui parlait en gros de l'alcoolisme. Ils chopaient une maladie qui en gros retire toutes leurs inhibitions et qui en gros les rend bourrés, quoi. C'est genre le 2e épisode de la série originale ou un truc dans ce genre-là, et du coup ça marche pas des masses, en tout cas la première fois que tu le vois, parce que tu les connais pas ces personnages, tu sais pas qui ils sont, tu sais pas ce que, enfin,
donc tu sais pas à quel point leur rôle est inversé par rapport à ce qu'ils sont censés être. Là, pour le coup, t'as eu plusieurs épisodes pour te présenter ce qu'ils sont censés être, et du coup, quand tu l'inverses, c'est, par exemple, quand tu prends Lan, la chef de la sécurité, qui est comme ça, qui a envie de taper le plus possible, etc., et qui d'un seul coup arrive en Disney princesse, limite avec les oiseaux qui se posent sur les doigts, les trucs dans ce genre-là, tu fais parfait, parfait, c'était exactement ce qu'il fallait. Et puis, le dernier personnage à aborder, alors, je vais lui vite faire une anecdote parce que c'est vraiment anecdotique dans la série. Il y a le frère de James Kirk, Sam Kirk, qui est dans le truc, qui a, comme dans la série originale où on l'avait présenté, une moustache. C'est censé être Kirk avec une moustache simplement en plus, quoi. Il est pas extraordinaire, il sert pas à grand chose. Et il y en a un qui est particulier abordé, c'est Hammer. Ou Hammer, peut-être, je sais pas. C'est un alien, alors j'oublie toujours le nom de cette race. C'est ceux qui ont la peau bleue et des antennes. Et lui, il est de la variante un peu plus albinos, je crois, parce qu'en principe, ils sont bleus, et lui, il est la variante albinos qui le rend blanc. Et j'ai pas mal apprécié le personnage, notamment parce que, justement, étant d'une autre espèce, c'est le personnage qui peut se permettre d'avoir un comportement très différent de l'habitude de Starfleet. Et notamment, c'est un trou du cul absolu, c'est un connard, et il est très désagréable dans ses relations avec les gens. Montré d'une très bonne façon d'ailleurs, parce que c'est toujours le problème, les gens sont persuadés que comme les gens doivent s'entendre dans Star Trek, il peut pas y avoir de conflit dans Star Trek. Et en fait, c'est pas ça, c'est que les conflits peuvent pas être superficiels et se gangréner. C'est un conflit dans Star Trek, c'est un conflit cordial. C'est un désaccord cordial. Et au bout d'un moment, tu t'expliques, et tu en viens à ton truc, et au pire, tu prends une des deux solutions, au mieux, tu trouves un compromis. Et typiquement, avec ces personnages-là, il y a beaucoup de trucs comme ça, et je trouve que ça gère très très bien cette chose-là. J'adore du coup comment il est traité, parce que du coup, comme c'est le trou du cul de l'équipage, genre la punition dans le vaisseau, parce que c'est Starfleet, on peut pas faire des punitions, des vraies punitions, on n'est pas dans la dimension alternative où t'as la chambre de douleur, etc. Donc du coup, la punition dans Starfleet, c'est de faire toute une journée de tâches, de missions exécutées, avec Hammer, parce que il est détestable, et comme ils viennent tous de Starfleet et de la Terre, et qui sont tous un petit peu gentils, etc., c'est genre, oh non, mon dieu, je veux pas bosser avec lui, ça va être horrible. J'aime beaucoup, tu vois, ce simple petit truc-là, c'était assez cool. Il est aveugle, et donc du coup, il doit apprendre à entendre, à utiliser ses autres sens pour faire ce qu'il peut faire, et ça lui apporte quelque chose d'intéressant aussi, ça lui apporte certains avantages dans certaines situations. Mais alors, je vais être obligé de spoiler, mais il meurt. Mais genre salement en plus, quoi, dans un truc qui est pas... Dans l'épisode des Gorn, je vous expliquais l'épisode remake d'Alien, qui refait tous les Aliens. Ils vont jusqu'à refaire la fin de Alien 3, la fin absolue de Alien 3, le moment où Sigourney Weaver se jette dans le plomb en fusion pour tuer la reine, parce qu'il est contaminé. Il sait qu'il est contaminé, il est le dernier contaminé, et la seule solution qu'il a pour réussir à mettre l'équipage en sûreté, c'est de se jeter dans le vide avec l'alien qui naît exactement au moment où il se jette. Donc vraiment, c'est exactement la fin d'Alien 3. Je veux dire, cet épisode, t'es très partagé, tu te dis, c'est un remake d'une des meilleures sagas possibles, donc est-ce que je suis content que ce soit un remake? Est-ce que je suis pas content que ce soit... Et en plus, c'est bien fait, quoi. Et donc, ouais, il meurt d'un seul coup comme ça, comme une merde, et tu fais, mais il était génial ce personnage, pourquoi vous l'avez jeté? Il était très bien, du coup on va plus l'avoir dans les saisons d'ensuite. J'étais super déçu qu'il disparaisse, quoi. Surtout au milieu comme ça d'un épisode. Alors c'est peut-être un petit truc, c'est qu'effectivement certaines histoires se finissent un petit peu en autre boudin. Par exemple, Uhura, il y a son épisode donc où elle doit chanter pour faire un truc. Et du coup tu te dis tout l'épisode va tourner autour de Uhura, donc ça va être un truc intéressant, quoi. Et en fin de compte, la solution, la vraie résolution du scénario ne tourne pas autour d'Uhura, elle tourne autour de Pike et de son dilemme à lui. Et tu fais... Alors oui, du coup, j'ai été surpris, j'ai pas vu où est-ce que l'histoire allait aller, mais c'est pas logique, du coup, que l'histoire se termine par rapport à son problème à lui, alors que pendant tout le truc, on a traité le problème d'Uhura. Je comprends pas le lien entre les deux, en fait. C'est des fois, t'as l'impression qu'ils veulent, juste pour te surprendre à la fin de l'épisode, changer un truc et faire « Ah, vous êtes... évidemment, on devrait faire ça, on va faire ça », et tu fais... Arrêtez d'écouter Rian Johnson. Il faut arrêter d'essayer absolument de nous amener un truc qui est surprenant, parce que généralement quand ça surprend, c'est parce que ça a pas été préparé avant, quoi. C'est ça le problème, c'est la surprise de la Rian Johnson, c'est que on va faire exactement l'inverse de ce qu'on a préparé avant. Oui, mais du coup on l'a pas préparé, donc ça a plus de sens. Enfin c'est à un moment faut arrêter d'être con, quoi. Donc il y a certains épisodes comme ça de Star Trek où tu te dis cette fin-là, j'étais un petit peu déçu quand même. Donc
Si Star Trek est redevenu une série d'exploration où chaque épisode tu vois une espèce différente, une civilisation différente, avec des personnages attachants mais qui ont aussi des choses à dire, des faiblesses, des grands enjeux, des grandes questions de société qui sont abordées avec de la science-fiction qui est à la fois de la SF concept et de la SF un peu plus farfelue à la Star Trek comme ça doit être, etc. Ben on a Star Trek quoi, et je ne peux qu'être ultra satisfait. J'avais la banane à chaque fois que je regardais un épisode. Il y a des épisodes qui m'ont fait pleurer, il y a des épisodes qui m'ont fait ressentir tellement d'émotions. Enfin, c'était extraordinaire. C'est une renaissance de Star Trek. Ça, c'est Star Trek. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question à chaque fois, par où il faut commencer Star Trek? Arrêtez de poser cette question. Elle n'a aucun sens. Si vous commencez avec les Star Trek modernes, comment pensez-vous pouvoir regarder les Star Trek séries originales avec les décors des années 60, les effets spéciaux des années 60, etc., etc. À un moment, si vous voulez commencer Star Trek, faut commencer par la série originale. Ne serait-ce que pour la continuité, parce que par exemple, là, je me suis refait la série originale, je suis en train de préparer un vlog que je vais faire sur la série originale, et puis ensuite, je ferai les autres saisons de Star Trek au fur et à mesure. Ça prend son temps parce qu'il y a énormément d'épisodes et je fais ça à côté de tout le reste. Et par exemple, dans le premier épisode, il y a un moment où ils sont complètement bloqués sur le vaisseau parce que le téléporteur ne marche plus. Le téléporteur, c'est une invention de Star Trek parce qu'ils pouvaient pas payer tous les jours, enfin pour chaque épisode, je veux dire, les effets spéciaux nécessaires pour que le vaisseau de l'Enterprise atterrisse sur la planète alien et permette ensuite d'explorer. C'est quelque chose qui viendra beaucoup plus tard avec Voyager. C'est la première fois qu'on verra un vaisseau se poser dans Star Trek. Et donc, il y a un épisode entier comme ça où ils sont bloqués parce que le téléporteur marche pas. Et du coup, quand tu vois le truc, tu fais, mais prenez la navette! Vous avez des navettes dans vos vaisseaux, enfin, c'est évident, enfin, vous avez toujours eu des navettes. Sauf que non. Dans les premiers épisodes, ils y ont pas pensé à la navette, ils ont pensé au téléporteur. Et quelques épisodes après, ils se sont retrouvés, complètement bloqués parce que, à un moment, le téléporteur marchait plus, ils savaient pas comment faire, partir les personnages ailleurs. Et là, d'un seul coup, il y a un mec qui s'est dit, mais il pourrait peut-être avoir une navette pour voyager ensuite et aller dans un truc. Et du coup, tu te dis, maintenant, du coup, on peut faire atterrir quelque chose sur une planète ou dans un décor ou un machin genre là, quoi. Bon, la navette Galileo, ils la foutaient que dans les studios, ils l'ont rarement sorti ailleurs. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est au niveau de la continuité, si vous commencez Star Trek après avoir fait les trucs ensuite, il y a un moment où vous allez être bloqué, quoi. Vous allez vous dire, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas machin? Donc du coup, rien que pour ça, faut commencer par la série originale. Une fois que ça c'est fait, si vous avez envie d'aller un peu dans le désordre, faites ce que vous voulez. Mais grosso modo, faut quand même commencer par la série originale, The Next Generation, et puis ensuite au petit bonheur la chance. Honnêtement, Voyager, c'est un TNG qui essaye d'y être égal, mais qui est surtout égal à lui-même. Il y a rarement des gros épisodes extraordinaires dans Voyager. Il y en a quelques-uns qui sont cool, hein, mais il y en a rarement qui sont extraordinaires. Enterprise était intéressant parce qu'on commençait à essayer de se réinventer, mais en même temps c'était tout le début des années 2000, donc on essayait de se réinventer avec des codes qui aujourd'hui paraissent déjà datés, donc il y a quelque chose qui est assez drôle, genre l'arrivée du Q dans Star Trek. C'est le Q s'est mis à arriver dans les séries avec l'arrivée des chaînes privées, des trucs dans ce genre-là, et donc il a fallu titiller les spectateurs et essayer de proposer des scènes de Q et des machins. Et donc d'un seul coup dans Enterprise ils se mettent, ils ont un gel de décontamination et il faut qu'ils s'enduisent tous de gel, et ils sont tous à poil avec leur en quel but en train de s'enduire de gel, de décontamination et de machin. C'est genre dis donc les gars, ça se voit que vous essayez de ramener du cul dans le truc, quoi. Mais c'est des bons épisodes. Pour le coup, Enterprise, il y a des épisodes qui sont vachement intéressants, très challengeants intellectuellement. Et puis ça devient un peu plus intéressant dans le suite. Je vous conseille simplement de ne jamais commencer avec Discovery et Star Trek Picard. Mais genre, jamais, quoi. Jamais de votre vie. En revanche, Strange New World, éventuellement, ça peut passer, quoi. Pareil, il y a des trucs sur la continuité qui sont un peu particuliers, qui sont pas traités exactement comme avant dans la série, dans ce genre-là. Après, il y a aussi une explication qui a du sens pour expliquer les certains décalages technologiques notamment. C'est que techniquement, il y a déjà eu un changement de la timeline dans Star Trek à cause de Star Trek First Contact, donc le 8e film Star Trek, je crois, ou 7e, je sais plus. Celui où il retourne sur la Terre dans le passé avec les Borg, qui est un des meilleurs films Star Trek TNG. Et en fait, dans Enterprise, qui est une origin story presque de Star Trek, qui explore les premiers pas de l'humanité dans l'espace avec leur premier vaisseau, le premier USS Enterprise, on inclut le voyage dans le temps des Borg, parce qu'on retrouve des Borg sur Terre, et ils nous aident du coup à avoir certaines technologies un petit peu en avance. Donc en fait, techniquement, quand tu crées de nouveaux épisodes depuis que la série Star Trek Enterprise existe,
t'as déjà changé la timeline. Il y a déjà des trucs qui sont plus censés tout à fait coller au niveau temporalité, technologie, etc. Parce que du coup, l'histoire de l'humanité a continué à arriver, mais on avait un petit changement technologique en plus, quoi. Donc ça peut justifier les modifications technologiques dans Discovery et Strange New World, notamment. Strange New Worlds. Voilà pour ce qui est de mon retour sur cette nouvelle série Star Trek. Encore une fois, j'ai fait un très très gros vlog, mais je suis tellement heureux. Et j'étais doublement heureux d'ailleurs cette année parce que en même temps, en parallèle de Strange New Worlds, il y avait The Orville, nouvelle saison, qui a commencé. Donc The Orville, c'est la série de Seth MacFarlane, qui était pensée à la base comme une parodie de Star Trek. Mais en fait, très rapidement, il a arrêté le côté parodique et c'est devenu beaucoup plus sérieux et c'est devenu un Star Trek moderne. Typiquement, la lumière de cette série est faite pour évoquer la lumière de TNG, qui était encore dans la télé des années 80 et quelques, sur pellicule, où encore une fois, vaut mieux avoir pas mal de lumière pour bien voir tout ce qui se passe. Et du coup, il y a ce côté pareil, il y a une lumière très artificielle où tout baigne de lumière dans The Orville, qui rappelle vachement le côté très smooth, très luxe-lass de Star Trek Nouvelle Génération. Dans The Orville. Et The Orville, pareil, ils ont une saison 3 là, mais qui est extraordinaire. Il y a plusieurs épisodes de The Orville saison 3 où j'ai chialé ma race, notamment le premier épisode, et il y a 2 ou 3 épisodes qui traitent de Topa, qui est l'enfant d'un des membres d'une espèce du vaisseau, dans lequel il n'y a pas de femelles, il y a que des mâles. Et quand les femelles naissent dans cette espèce, c'est un défaut génétique, et donc on essaie de les sortir. Et donc ils ont créé toute une histoire, une métaphore transsexuelle autour de cet enfant qui s'appelle Topa. C'est peut-être un des meilleurs traitements de la transidentité. Pardon, j'ai dit transsexuel il y a 2 secondes. C'est peut-être un des meilleurs traitements de la transidentité que j'ai vu dans une œuvre moderne, quoi. Infiniment plus que Discovery! Putain de merde! Typiquement, si tu regardes The Orville, tu fais, voilà exactement ce que Discovery aurait pu faire et n'a pas fait. Donc voilà, j'étais très heureux. Parce que depuis le début de l'année, j'ai 2 putains de séries de SF qui ont débarqué, quoi. The Orville et Strange New World, qui sont toutes les deux, même pour The Orville qui n'est pas officiellement du Star Trek, qui sont toutes les deux du vrai Star Trek, quoi. Des vrais challenges intéressants, des vrais concepts de SF ultra bien poussés pour poser des questions et tout. Enfin, c'est parfait. Donc, je vous encourage à regarder Star Trek Strange New Worlds. Je pense pas faire de vlog sur The Orville parce que très honnêtement, je l'ai regardé pour le pur kiff. J'avais pas envie de regarder The Orville en prenant des notes pendant tous les épisodes. Donc je l'ai juste regardé pour moi. Et je pense que je vais continuer à faire comme ça pour The Orville parce que j'ai pas envie de l'intellectualiser ensuite. Je veux juste la regarder. C'est ma série pour me décontracter, The Orville. Je regarde un épisode de The Orville quand j'en ai marre de bosser sur un truc sur la chaîne. Donc voilà, je me maintiens cette chasse gardée, The Orville. Peut-être qu'un jour, quand la saga sera finie ou un truc dans ce genre-là, j'aurai le temps de revenir dessus, mais pour l'instant, je compte pas parler de The Orville. D'ailleurs, parce qu'on va parler, j'ai parlé de pas mal de séries récemment. Je pense pas faire de vlog sur la série Resident Evil non plus, qui est sortie récemment. J'ai rattrapé enfin beaucoup des séries Marvel, Netflix, Daredevil, les 3 saisons. J'ai vu la saison 1 de Jessica Jones. J'ai regardé Iron Fist et Defenders. Pareil, j'ai pas envie d'en parler non plus. Enfin, j'ai pas envie de faire tout un vlog là-dessus ou quoi que ce soit. C'est peut-être qu'un jour j'en parlerai, j'aborderai le truc, mais j'ai juste regardé le truc pour voir ce que c'était, sans prendre de notes ou quoi que ce soit, quoi. J'ai pas envie de faire des vidéos sur tout ce que je regarde non plus, quoi. Il y a un moment, il faut que j'ai mon petit jardin personnel. Voilà. J'espère que ça vous aura plu comme retour sur cette série. J'espère que ça vous aura encouragé à la regarder si vous ne connaissez pas Star Trek ou si vous avez été dégoûté par Discovery et Picard, ce que je peux complètement comprendre. Ça, c'est du vrai Star Trek. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries, longue vie et prospérité.